l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir trois personnalités, et non des moindres, qui sont, comme vous pouvez le voir derrière moi. On va commencer par François de Siebenthal, que tout le monde connaît, qui a fait beaucoup de participations sur Agora TV et dans d'autres chaînes de télévision, TF1, France 2, etc., et qui a même traversé l'océan pour aller de l'autre côté, vers nos amis, les États-Unis. On a aussi de notre côté, au milieu, notre ami Christian Cotten, un éminent personnage qui va aussi vous raconter beaucoup de choses. Il a des choses à dire. Pour regarder la caméra en face de toi. Voilà. Et puis, à l'autre extrémité, notre grand ami Thierry Bécourt. Merci à François et Thierry. Je suis très, très heureux de vous retrouver ici. Tu nous as demandé tout à l'heure, tu nous as demandé un titre pour cette rencontre et nous avons, et les uns et les autres, suggéré ce terme d'alliance francophone, d'alliance de la résistance francophone. Alors, il nous manque nos amis québécois et nos amis belges, mais ils ne sont pas très loin, nous le savons bien. Je crois que nous sommes dans une période historique que je trouve personnellement extraordinaire et fabuleuse, comme je l'ai souvent dit ces dernières semaines. Cela fait 25 ans que j'attendais ce qui se passe depuis 2020. Parce que je crois que nous sommes dans ce moment où un vieux monde est en train de mourir et où nous arrivons à une phase de ce que j'appelle une grande rupture. Cela fait des mois, des années même, plusieurs années que je parle d'euthanasie de la Ve République en ce qui concerne la France. Et là, cette euthanasie devient de plus en plus visible. Ce vieux monde est en train de s'écrouler, les principaux gangsters sont mis en lumière. Tous les jours, nous avons de nouvelles informations qui éclairent les crimes, parce que c'est de ça dont il s'agit, le crime de la vaccination, il n'y a pas d'autre terme. En termes juridiques, nous sommes aujourd'hui face à des bandes criminelles organisées qui utilisent les institutions de l'État pour tuer les vieux dans les EHPAD, faute de soins. On ne les soigne pas, on ne donne pas les médicaments, les thérapies, soit préventives, soit ambulatoires, comme on dit, qui sont parfaitement disponibles. Et puis, on entreprend aujourd'hui de grandes campagnes de vaccination en direction des enfants, dont tout le monde, enfin tous les gens un peu sérieux savent bien que cela ne servira non seulement, cela ne va pas servir véritablement à protéger les enfants, mais cela va aussi servir à en rendre malades beaucoup d'entre eux, à en faire mourir beaucoup d'entre eux. Et pourquoi je suis particulièrement joyeux d'être ici aujourd'hui en Suisse, à Lausanne, avec François et Thierry, c'est parce que j'en suis à me dire que nous arrivons à la fin de l'euthanasie de la Ve République et qu'il va falloir donner le coup de grâce. Et ce coup de grâce, eh bien, je crois que c'est l'état de Savoie. Alors, je voudrais que Thierry explique un petit peu ce qu'est l'état de Savoie aujourd'hui, où il en est des démarches juridiques dans lesquelles il est engagé auprès de l'ONU, parce que ces démarches juridiques-là, c'est ce qui va sauver la France. Je suis psychosociologue depuis de nombreuses années. J'ai agi dans le monde en tant que formateur, en tant que psychothérapeute. Et puis, depuis à peu près 25 ans, je me bats contre un certain nombre de gangsters d'État. J'ai eu l'opportunité, l'occasion de plonger dans un certain nombre de poubelles d'État, ce que j'appelle les poubelles d'État, c'est-à-dire des affaires sordides en général, poubelles pleines d'argent et de sang. Voilà, et on me trouvera assez facilement sur Internet dans différentes interventions. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur les problématiques de placement abusif d'enfants et les problématiques de pédocriminalité. Voilà, j'ai mis mon nez dans quantité d'autres dossiers. J'ai un ami qui est mort sous un train il n'y a pas très longtemps, après avoir fait une interview sur France Soir à propos des financements libyens de certaines campagnes électorales. C'est un dossier qui me préoccupe beaucoup, sur lequel je suis en train d'enquêter de très près, parce que c'est une des nombreuses morts suspectes de la Ve République. Je travaille avec des femmes, souvent, qui sont victimes de placements abusifs particulièrement violents dans un certain nombre de cas.
Voilà, quelques autres dossiers encore. Les trafics d'organes aussi, c'est un dossier sur lequel j'ai eu l'occasion de plonger il y a quelques années de cela en arrière. Et puis, avec Thierry, nous sommes en train d'envisager quelque chose qui risque d'être très, très dérangeant pour l'État français. J'ai en main un dossier, notamment le dossier de Thierry Cabil, qui concerne les faux actes d'état civil que l'État français est capable de fabriquer avec un logiciel aisément traficable, que j'aurai la gentillesse de ne pas nommer ici. Et nous allons, je pense, avec l'État de Savoie, interroger l'État français, avec l'État de Savoie et avec l'ONU aussi. Nous avons entrepris une démarche dans cette direction-là. Nous allons interroger l'État français sur la fiabilité de ces actes d'état civil qui posent quelques petites questions. Thierry, je te passe la parole parce que je voudrais vraiment que tu expliques comment l'État de Savoie va sauver la France en nous aidant à porter le coup de grâce de l'euthanasie de la Ve République. Je suis enseignant de carrière de base et aussi, surtout, très, très impliqué dans la liberté de conscience. Et j'ai été, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus dans les années 90 avec Christian pour la défense de la liberté de conscience en France suite aux attaques des soi-disant sectes qui d'ailleurs n'ont jamais eu de définition, étant donné qu'on n'a jamais donné de définition ouvertement au terme de secte, pour la bonne raison que, en ne définissant pas, on pouvait y mettre tout ce qui nous posait question, tout ce qui posait problème et tout ce qui en fait remettait en cause justement cette République française. Et donc on a beaucoup travaillé pendant une vingtaine d'années sur cette liberté de conscience. Et en fait, sur la défense de cette liberté de conscience. Et en fait, il se trouve que ça nous a fait toucher effectivement beaucoup de dossiers qu'on a pas mal appelés les poubelles de la République. Et j'ai pris conscience au fil des années, au fil des décennies, de la dangerosité de cette République française qui, en fait, était là pour développer ce que l'on voit maintenant sous nos yeux, c'est-à-dire l'État profond. Et donc peu à peu, à force d'en découdre avec ces gens-là, parce qu'effectivement, ce ne sont pas des enfants de cœur, nous non plus. Hein, donc, et ça, ils sont en train de s'en rendre compte, parce que plus... Il y a un proverbe mexicain qui dit ils ont voulu nous enterrer, ils ont oublié que nous étions des graines. Et j'adore ce proverbe, parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe, et partout, ces graines poussent. Et vous savez très bien que la nature, quand elle se met à pousser, si elle pousse partout, elle étouffe le mal. Et c'est ce qu'on est en train de faire. L'ombre, que j'aime appeler les enténébrés, est en train de se dissiper parce qu'en plus, surtout, elle se montre au grand jour. Et on sait bien que les forces des ténèbres ont surtout ne veulent pas qu'on les voie. Et donc font ce qu'on appelle souvent du Deus inversus et se font passer pour la lumière. Bon, nous, comme on n'est pas des enfants de cœur, eh bien, on est en train de montrer où est la lumière et que c'est pas la peine de jouer avec la lumière. La lumière, c'est nous, dans le sens où nous cherchons la vérité, nous cherchons le bien-être, nous cherchons à ce que toutes les personnes, et d'ailleurs, on le disait encore tout à l'heure, peuvent tous vivre sans problème sur la Terre. Et comme le dit Ziegler, dont j'ai oublié son prénom, François de Siebenthal. Non, il y a Ziegler qui parlait de... Jean Ziegler. Jean Ziegler. Jean Ziegler qui, en fait, travaillant à l'ONU, la section des droits de l'homme, nous dit, mais on peut nourrir au moins sans problème 11 milliards d'habitants sur la Terre. Et bien, quand on dit nourrir, c'est pas simplement le minimum. Tout le monde peut être heureux sur cette planète. Et nous, on est persuadés que, enfin, évidemment, on est même sûr que les forces de lumière, c'est le bien-être de l'humanité. Donc on ne peut pas considérer que les forces qui cherchent à anéantir, à tuer nos enfants, à les vaccins, les masques, enfin tout ce que l'on voit maintenant, les passeports soi-disant pour la liberté. Ah bon, liberté de quoi faire? On voit bien. Bon, enfin, c'est contre ça qu'on se bat. Et cette histoire de chasse aux sorcières en France et ailleurs, et en tout cas la France en était le fer de lance, eh bien, nous a montré en fait qui était derrière les forces de l'ombre en l'occurrence, qui voulaient le mal de l'humanité. Nous, on veut le bien de l'humanité. Donc, eh bien, pour en venir à la Savoie est un pays de prédilection pour moi. Je suis né dans le nord de la France et j'ai toujours été, depuis l'âge de 17 ans, en Savoie.
Ça, pour un petit message pour ceux qui sont en Savoie, en se disant pourquoi je me suis retrouvé, parce qu'on me l'a demandé, d'être porte-parole du Sénat souverain de Savoie, qui est le gouvernement de transition, donc tout à fait déclaré officiellement à l'ONU, donc qu'on appelle le Conseil national de transition de l'État de Savoie. En fait, cette Savoie, je la porte dans le cœur depuis l'âge de 17 ans, la première fois que je suis arrivé ici. Et j'y suis revenu, bon, en étant enseignant, j'avais la chance de pouvoir venir souvent, et j'y suis revenu tous les ans, 2 fois par an, souvent, en Savoie, en me disant qu'est-ce que j'aimerais habiter dans ce merveilleux pays. Et je ne savais pas encore à l'origine que c'était un pays. Donc pour moi, c'était 2 départements français. Et en y habitant depuis maintenant une douzaine d'années, donc au quotidien, je me suis aperçu peu à peu, en fréquentant tous les groupes travaillant pour la libération d'un pays, les pays, Savoie, mais c'est quoi comment est-ce que ça peut être un pays? Et je me suis aperçu que c'était effectivement un État souverain, d'où l'histoire de Sénat souverain de Savoie, un État souverain qui avait plus de 1000 ans d'existence, à peu près en même temps que la Suisse. Donc, et d'ailleurs, la Suisse, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec François ici, qui est un des représentants éminents de la liberté de Suisse, la liberté de penser et la liberté de vie en Suisse. Je me suis aperçu que on était tout à fait frères, en l'occurrence, et que la Savoie, était un duché, que ce duché, en fait, était un duché qui était marqué par la beauté, par la recherche de l'art, par la recherche de la liberté, de la culture, etc. Et il se trouve qu'en parallèle, je représente depuis une trentaine d'années le Cercle international de la bannière de la paix, qui est la défense du protocole de La Haye de 1954 pour la protection du patrimoine culturel. Et je me suis aperçu que la Savoie, c'était la culture. Et que ce qui importait en Savoie, c'était d'apporter, en fait, et de développer la culture. Or, la Savoie a été indexée, ce que Christian disait tout à l'heure, on disait, mais tiens, en quoi est-ce que la Savoie peut être utile pour la France et pour le monde? La Savoie a un nom particulier. Et j'ai mis un certain temps pour m'apercevoir que on parle de tas de mots, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne voit pas la représentation, on appelle le langage des oiseaux. En fait, la Savoie, quand on le décortique, ça fait sa voix. Et peu à peu, j'ai mis en lien, avec d'autres, le fait que sa voix, évidemment, quand on parle de sa voix, c'est la voix du cœur, qu'on peut appeler le Christ, qu'on peut appeler, peu importe comment on peut l'appeler, mais, quelles que soient les cultures, mais que c'était retrouver la voix du cœur. Et que c'était marqué par le drapeau de la Savoie, drapeau carré, qui d'ailleurs est très proche du drapeau de Suisse. C'est pour ça qu'on peut raisonnablement, visiblement, de par le drapeau, nous relier totalement à la Suisse. Et historiquement, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais historiquement, effectivement, c'est le cas. Eh bien, la croix est la même. L'une est enfermée dans le rouge et l'autre est entourée de rouge. Et la Savoie, le drapeau de Savoie, c'est la croix blanche, la croix transparente, qui est la croix de la lumière. Qui dit la croix, c'est horizontalité, monde de l'avoir, et verticalité, monde de l'être. Et le tout est de retrouver en fait en nous-mêmes cette verticalité qu'on peut appeler la sa-voix. Et retrouver sa voix. Alors c'est retrouver pas simplement la voix de celui qu'on pourrait appeler dans des religions particulières le Christ ou autre, mais retrouver notre cœur. Et notre monde souffre d'absence de cœur. Ce que l'on voit autour de nous, ça n'est que de la recherche de l'horizontalité. Il n'y a pas de spiritualité. Ce en quoi où nous souffrons, la pierre d'achoppement du mal sur la planète, c'est justement le fait que nous ne sommes que dans l'acquisition, l'avoir, la compétition, etc. Et c'est le problème de notre humanité. Et tout ce que l'on a fait, d'ailleurs, il y a eu cette chasse aux sectes dont on parlait tout à l'heure, qui était cette chasse à tous ceux qui cherchaient la lumière. Et on a stigmatisé, sous le terme de secte ou de complotiste aujourd'hui, des gens qui ne veulent que le bien. Et donc, nous, ce que l'on veut, c'est retrouver notre voix. Et la Savoie appelle le monde entier à retrouver sa voix, que toutes les planètes aussi, tiens, pourquoi pas, c'était un lapsus révélateur, mais que tous les pays de cette planète retrouvent la voix du cœur.
nous avons oublié le cœur, c'est-à-dire l'aspect féminin aussi, que la femme qu'on attend brimée, salie, abîmée, etc., retrouve sa souveraineté, que nous, en tant qu'hommes, nous aidions la femme à retrouver cette souveraineté. D'ailleurs, en Savoie, la femme est tout à fait, mise à l'honneur et très très puissante dans l'histoire de la Savoie. Je pense qu'en Suisse, c'est pareil. D'ailleurs, les femmes dans la montagne, il y a eu beaucoup de noblesse féminine qui ont aidé le pays. Donc nous incitons et nous appelons tous les pays du monde à retrouver leur voix. Donc, et chaque individu à retrouver sa voix. Donc pour conclure, passer la parole à François, c'est de dire que pourquoi la Savoie? Pour répondre à la question de Christian, c'est de dire pourquoi la chance de la Savoie? La Savoie est un pays. La Savoie est un pays qui a été annexé à plusieurs reprises, à 7 reprises, de façon plus ou moins courte, quelques années, jusqu'en 1860, où le pays de Savoie, avec le traité de 1860, a été l'objet d'un deal avec Napoléon III pour Victor Emmanuel II, qui était duc de Savoie, avec le duché de Savoie. Il y avait à peu près un petit million d'habitants, on dit à peu près 600-700 000 habitants. Et ils ont été bradés pour que Victor Emmanuel II se retrouve roi non pas d'Italie, parce qu'elle n'existait pas. Justement, l'objectif, c'était de créer l'Italie, donc unifier le Piémont-Sardaigne. Et il avait besoin, et pour en faire l'Italie, et il avait besoin pour cela de la France, donc de Napoléon III, pour avoir les armées suffisantes pour, par exemple, sécuriser la frontière nord du Piémont-Sardaigne. Donc je précise, Piémont-Sardaigne avant. Donc Victor Emmanuel II a dit, voilà, j'ai besoin de je ne sais plus combien de milliers de soldats pour... est-ce que tu es d'accord? Bon, voilà, notre ami Napoléon III a dit, oh, pas de problème, par contre, tu me donnes quoi en échange? Et il a dit, écoute, moi je te donne mon duché. Ça s'est passé comme ça, avec Cavour en 1800, c'est le traité de Cavour en 1859, donc c'était déjà avant 60, ça a été officialisé, acté en 1860, et il a dit, voilà, moi je veux bien, je te donne mon duché, c'est-à-dire je me donne mon pays. C'est-à-dire je te donne 600-700 000 habitants, comme ça, le pays, en échange tu me donnes les soldats, et puis moi j'unifie le Piémont-Sardaigne, ça devient l'Italie. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. L'Italie a porté le nom Italie en 1861. La Savoie n'était donc pas italienne, pas plus que française. Donc la Savoie était l'objet d'un deal. Et pour faire très court, cet objet de deal a été suspendu à la guerre, je passe les détails évidemment, a été suspendu à la Seconde Guerre mondiale en 1940, suite à l'entrée en guerre de la France et l'Italie au col du Petit Saint-Bernard. Et ce traité suspendu a couru comme ça, c'est-à-dire que depuis 1940, la Savoie n'appartient plus à personne. Elle redevient Savoie. Et en fait, en 1845, création de l'ONU, fin de la guerre, et en 1847, l'obligation pour tous les pays de l'ONU, c'est-à-dire l'essentiel des pays, eh bien, de déclarer leur colonie, ce qui était prioritaire. Il fallait décoloniser partout. Donc les pays devaient déclarer leur colonie, donc leur traité d'annexion, comme celui de 1860, pour, d'une part, ou demander à la population de dire, vous par vote, est-ce que vous restez dans le pays qui vous colonise ou est-ce que vous voulez l'indépendance, la décolonisation? La France l'a fait pour tous les pays, Indochine, Mali, Algérie, etc. Et comme par hasard, elle a oublié la Savoie. Bizarre. Et ça ne l'intéressait pas. 44% de l'eau douce, aujourd'hui 17 barrages, etc. Bon, très intéressant la Savoie. Savoie de Savoie, qu'on avait divisé en deux, d'accord? Divisé pour mieux régner. Et en fait, en 1947, le traité, le traité donc, de 47 à l'acte 44, alinéa 1, 2, 3, disait ceci. Tous les pays ont obligation de déclarer leur traité en date limite février 47. S'ils ne les déclarent pas, alinéa 2 du traité de 47 à alinéa 44, disait voilà, s'ils ne déclarent pas, il n'y a pas de problème, pas de poursuite, rien. D'accord, tout va bien. La France s'en sert bien d'ailleurs. Par contre, on oublie l'alinéa 3. Et l'alinéa 3 dit ah, mais si c'est pas signé en février 47, eh bien le traité est terminé. On ne peut plus se servir du traité. Il n'y a plus de traité, il est abrogé. Et c'est ce qui s'est passé. La France n'a pas signé et elle a fait semblant de rien. Dans les années 90, donc même les habitants de Savoie se croient français. Jusqu'en 90 ou en 90,
des historiens ont découvert le poteau rose, ont découvert qu'en écrivant à l'ONU, est-ce que la France a bien signé en 47, en février 47, la libération, enfin le traité d'annexion, enfin comme quoi il y avait la déclaration de traité d'annexion. Et l'ONU nous a répondu, on a effectivement les papiers, c'est sur le site, et ah ben non, on n'a aucune trace, la France n'a jamais signé. Ce qui fait que depuis les années 90, nous savons officiellement que depuis 1940, et acté en 47, la France ne possède plus du tout la Savoie. La Savoie est donc redevenue un pays libre, et un duché en l'occurrence. On n'est pas une république, on ne sera jamais, hein, surtout quand on voit l'exemple de la République française, Christian en parlera d'autant plus, nous ne pouvons effectivement que redevenir un duché, et après on verra avec la population, et on retrouve les origines de la Savoie en 1860. Voilà. Et une toute petite chose pour terminer, parce que je voudrais vraiment le dire, c'est quand la France, dans la Constitution de 58, précise à l'article 18 qu'elle se doit d'accompagner jusqu'au bout, et ça c'est pour les dirigeants français qu'ils nous écoutent et pour tout le monde entier, que l'article 18 oblige, la France se dit être obligée d'accompagner ces pays de colonies et ces colonies jusqu'au bout pour les libérer. Alors on demande à ce que la République française, quand même aujourd'hui, applique sa propre constitution qu'elle viole tous les jours, et y compris celui qui en est à la tête et qui se prend pour Jupiter. Alors je pense que la cuisse de Jupiter, ça suffit. Voilà un petit peu comment on pourrait présenter les choses. Il y a tellement de choses à dire, je pense que la parole serait certainement à François. Je suis actif dans la politique depuis quasiment ma naissance, et même avant. J'ai notamment participé au référendum contre la police fédérale de sécurité dans les années 70, référendum que nous avons gagné. Et les autorités fédérales ont quand même fait plusieurs polices fédérales. Et malgré le vote négatif du peuple suisse qui disait que nous ne voulons pas de police fédérale, ils en ont fabriqué environ 7. Alors c'est des polices secrètes. Il y en a qui s'appellent Thiago, Tigris. La plus secrète s'appelle Caméléon. Donc ils se cachent très bien. Ils portent bien leur nom. C'est des caméléons. Et ça m'a offusqué depuis cette jeunesse. Donc j'étais jeune dans les années 70. Que le peuple suisse puisse voter quelque chose, mais que les autorités fédérales ne respectent pas le vote suisse. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire suisse. J'ai participé à de nombreuses initiatives et référendums, notamment le revenu de base inconditionnel, la monnaie pleine, etc. Et de nombreux référendums, les plus récents étant la politique atroce du Covid et le coup d'État permanent planétaire où on fait peur aux populations dans le monde entier. Alors, ce qui me rejoint, donc c'est l'article 18 notamment dont Thierry parlait, la francophonie, je n'oublie pas la francophonie africaine, la francophonie asiatique, le Vietnam notamment, c'est des francophones. Je pense à toute la francophonie. Naturellement, la France, c'est le principal pays, mais la Belgique, la Suisse, le Canada, la Savoie et toutes les anciennes colonies françaises, ou les dom-toms, ou les pays un peu lointains comme la Nouvelle-Calédonie. Il y a plein de territoires dans le monde qui parlent le français. Et pour faire le pont avec la Savoie, nous avons le lac Léman. On a mangé avec vue sur le lac Léman aujourd'hui à midi. Et ça me rappelle notamment un grand duc de Savoie, Amédée VIII, qui était devenu un pape Félix V, que certains appellent un antipape, mais ce n'était pas un antipape. Il faut bien étudier l'histoire. Et ce pape a été nommé Félix V, s'est nommé lui-même Félix V. Félix, ça veut dire heureux. Et pourquoi il s'est appelé heureux? Parce qu'il invitait tout le monde qui passait dans son duché à de grands repas au château de Ripaille. Et ça a donné une expression en français, faire ripaille, avec une notion un peu négative, mais c'était pas du tout cette notion négative que le duc de Savoie avait, c'est qu'il invitait tout le monde à de très bons repas, avec de très bons vins, et il discutait, il refaisait la politique de l'époque dans la joie, et il a pris ce nom Félix en tant que pape, et c'est lui le premier qui a promulgué le dogme de l'Immaculée Conception, donc de la mère de Jésus, et qui est aussi représentatif de la grande place que les femmes ont dans la culture savoisienne. Et la Savoie couvrait aussi la partie de la Suisse où je suis né. Pendant longtemps, la capitale de la Savoie, c'était le château de Chillon, qui est une des plus grandes places fortes de l'histoire,
que beaucoup de touristes viennent visiter, qui est un excellent investissement touristique. Ça fait venir des millions de touristes en Suisse qui permettent à la Suisse d'avoir une économie plus florissante grâce au duc de Savoie de l'époque que je remercie. Donc vraiment, je suis tout à fait d'accord avec Thierry et avec Christian. La Savoie a un rôle à jouer, non seulement pour la France, mais pour la Suisse et pour toute la francophonie. Ça peut être un modèle de libération, comme nous les Suisses avons accepté un nouvel État qui s'appelle le Jura tout récemment, grâce à la démocratie suisse. On pourrait très bien imaginer que la communauté des nations accueille une nouvelle nation, un nouvel État qui existe pour moi déjà dans l'histoire, qui est l'État de Savoie. Alors pour parler un peu du futur, vu toute cette politique de dictature sanitaire, de coup d'État permanent, en tout cas en Suisse, le Conseil fédéral, les 7 soi-disant sages, ont pris le pouvoir et ont fait peur à toute la Suisse, comme d'ailleurs la plupart des pays dans le monde. Et le Parlement fédéral ne s'est même pas réuni pour donner le pouvoir absolu au Conseil fédéral. C'était vraiment un coup de force, une espèce de coup d'État permanent qui dure depuis plus d'une année. Et ils nous ont donc fait des ordonnances, des lois, des arrêtés fédéraux urgents, etc. depuis en tout cas le mois de février de l'année passée. Et ils ont entériné ça dans une loi le 25 septembre 2020. Loi qui contenait beaucoup de choses douteuses. Nous avons lancé un référendum. D'ailleurs même, on a lancé un autre référendum avant qui s'appelait Suisse Covid, où ils voulaient nous tracer de manière implacable électroniquement dans tous nos déplacements pour soi-disant des raisons sanitaires. Donc on a lancé un référendum Suisse Covid déjà au mois de mai de l'année passée. Ce référendum a été un succès par chaos technique, car on a tellement fait de bruit sur les problèmes techniques de cette application Suisse Covid que finalement personne vraiment l'a employée. Les millions de Suisses qui l'avaient installée l'ont désinstallée. Elle n'a jamais fonctionné à satisfaction, mais ils l'ont introduit dans une nouvelle loi du 19 mars de cette année sous l'appellation TIC. Donc TIC, vous voyez ce que c'est, c'est la bête qui vous pique et qui vous injecte des maladies, plus de 200 maladies possibles, dont la maladie de Lyme. Et cette application, c'est un des principaux problèmes de cette politique Covid, c'est qu'ils veulent non seulement tracer les citoyens suisses, mais ils veulent les traquer. C'est tracking, un TIC, la première lettre, c'est même un mot anglais, tracking. Donc on a lancé un nouveau référendum qui est le référendum de l'histoire suisse qui a récolté le plus de signatures dans le moins de temps. Donc on va revoter au mois de novembre, ça a été décidé par le Conseil fédéral dans sa séance de ce mercredi, on va revoter contre la loi Covid. Donc on a une expérience de démocratie directe que les Français nous envient sous le nom de RIC. Nous avons des initiatives, nous avons des référendums. Et nous préparons maintenant ensemble, Christian, Thierry, moi-même et d'autres personnes, de la résistance et de l'alliance contre ces coups d'État permanents dans tous nos pays. Nous préparons le futur, nous préparons le monde de demain. Et en Suisse notamment, nous avons une possibilité extraordinaire qui est la révision totale de la Constitution fédérale suisse, qui, par l'article 193, nous permet de chasser tout le personnel politique fédéral. Les 2 chambres seraient dissoutes. Il suffit de 100 000 signatures pour faire ceci. On dissout les chambres fédérales, on renvoie chez eux les politiciens qui nous ont mal défendus parce que tous les partis en Suisse étaient contre nos référendums, ce qui est inadmissible, alors qu'on représente une grande force politique maintenant, d'autant plus qu'ils ont dû frauder les votations, notamment en intervertissant les colonnes et en trafiquant le vote par correspondance comme ça a été fait aux États-Unis dans l'élection de Trump. Donc il y a des grandes vérités qui sortent. Nous allons gagner à coup sûr ces votations, mais la révision totale de la Constitution fédérale, 100 000 signatures, permet donc de licencier les politiciens qui sont en fait contre le peuple suisse. Le Conseil fédéral qui, chaque fois, prend des recommandations de vote qui vont contre les intérêts de la population suisse et qui suit les lobbies financiers ou les intérêts obscurs purement commerciaux ou autres. Notamment, il y a des aspects, d'ailleurs, ce qui nous unit aussi, c'est la lutte contre la pédocriminalité, parce que derrière toutes ces politiques anti-humaines, anti-familiales, il y a des milieux pédocriminels, ça commence à se révéler dans le monde entier,
Et j'ai pas peur de parler de ces milieux. Certaines personnes me demandent de me taire, mais je ne me tais pas. Je dis qu'une grande partie des personnes qui sont des psychopathes, des malades mentaux, des pervers narcissiques, empêchent la population mondiale, comme tu le disais Thierry. Tout le monde peut bien vivre sur cette terre. Tout le monde, il y a une surabondance colossale. Il n'y a qu'une chose qui manque, c'est les symboles monétaires. C'est pour ça qu'on avait fait cette initiative Monnaie Pleine. On peut créer des symboles monétaires. Naturellement, il ne faut pas inonder le jardin d'eau. Les plantes ne pousseraient pas, mais il faut donner l'eau. La monnaie, c'est une forme de liquidité. L'eau juste nécessaire pour que les plantes poussent, pour que les hommes puissent vivre en paix, de manière heureuse, qu'ils puissent avoir des familles. Mais il y a une petite coterie infinitésimale qui veut prendre le contrôle du monde et qui veut même dépeupler le monde. Il y a dans ces politiques récentes un aspect de dépopulation programmée, voulue, qui est une abomination à nos yeux. Voilà. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, François, à propos de la pédocriminalité, c'est ce que j'explique assez souvent. Ceux que j'appelle les gardiens du troupeau. La population humaine, c'est un vaste troupeau qui se reproduit très vite, trop vite, du point de vue de certains. Qui mange toute l'herbe disponible, enfin ce que pensent et ce que croient certains. Et du point de vue de ces gardiens du troupeau, la gestion du troupeau implique un minimum de stérilisation, implique un minimum d'élimination des individus en surnombre. Alors on va commencer par vacciner les handicapés. On va commencer par vacciner les plus vieux, ça permettra de les éliminer plus rapidement. On va injecter des vaccins qui sont de faux vaccins et de véritables poisons, mais ça je crois que nous sommes nombreux désormais à le comprendre. J'espère que nous sommes de plus en plus nombreux. Et puis on va injecter donc avec ces vaccins un certain nombre de produits de stérilisation. Les Africains connaissent bien cela parce que ils subissent cela déjà depuis de nombreuses années au travers de certaines campagnes de vaccination qui sont en réalité des campagnes de stérilisation des femmes. Nous sommes effectivement aujourd'hui dans un grand plan qu'on peut qualifier de génocidaire. On est dans ce concept-là. Un de mes amis aujourd'hui décédé, qui était médecin, était monté à son époque jusque tout en haut de la Banque mondiale au travers de différentes commissions, et il me montrait d'ailleurs des rapports émis par la Banque mondiale il y a de cela déjà plus de 20 ans, qui s'appelaient tout simplement des plans de dépopulation. Oui. On est là dans une gestion très rationnelle du troupeau humain. Si je ne me trompe, en sumérien, Adam, ça veut dire le bétail. Enfin, en tout cas, selon certains auteurs qui travaillent sur ces questions-là. Et qu'est-ce que nous faisons face à cela? Qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous mettons un frein à ces monstres génocidaires? Tu parlais à l'instant de la pédocriminalité. J'ai certains amis en France qui disent si l'on fait tomber la pédocriminalité, on fait tout tomber. Quant au fait que quelqu'un utilise des drogues pour s'exploser la tête, à la limite, c'est plus son problème que le mien. Mais là où je commence à avoir un problème, c'est lorsque ce genre de personnage, et ce n'est pas le seul dans la politique française, sont aussi et ministres et cocaïnomanes. Là, ça me pose un problème parce que la cocaïne, ça détruit le cerveau. Ça rend agressif, ça rend mégalomane, ça rend violent, ça rend au-delà d'être sûr de soi, tellement sûr de soi que l'on piétine les autres et que l'on oublie toute empathie humaine. Et là, je me dis juste, ma grande question depuis quelques années, c'est comment est-ce qu'on fait pour arrêter ces gens-là, c'est-à-dire tout simplement les envoyer gentiment en prison, puis devant un tribunal populaire, militaire et judiciaire, comme je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps. Comment on se débarrasse de ces gens qui assument tranquillement d'assassiner des milliers de Français? Parce que c'est ce qui se passe depuis 2020. On a des gens qui assassinent des milliers de Français.
Et j'ai un grand espoir avec les démarches juridiques de l'État de Savoie auprès de l'ONU, et je voudrais partager cet espoir parce que il est important pour moi. Et puis je voudrais aussi partager l'espoir de voir de plus en plus de Français inventer le monde de demain, que ce soit dans le domaine de l'alimentation et de l'agroalimentaire, que ce soit dans le domaine de la santé. Bien sûr, nous avons tout à réinventer, nous avons tout à remodeler, à repenser. Nous avons à arrêter les gangsters et puis nous avons à inventer le futur. Alors, j'ai une grande confiance, moi, dans l'intelligence collective, et ce que j'observe depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est que quantité de groupes en France, en Suisse, en Savoie, en tant qu'État souverain différent de la France, sont en train d'inventer le monde de demain dans la manière de vivre, dans la manière de vivre dans des communautés, dans des villages, de cultiver la terre, de partager les ressources. Il y a quantité d'initiatives qui naissent de partout, et donc je voudrais partager fondamentalement mon optimisme. Nous sommes dans une situation de guerre bactériologique manifeste, d'une guerre des élites contre les populations. Cette situation est très difficile. Quantité de gens sont en train de collaborer, de foncer dans la collaboration, mais il y en a aussi beaucoup qui sont en train de monter en résistance, et ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Alors, le choix que chacun a à faire aujourd'hui, c'est collaboration ou résistance. S'il vous plaît, choisissez la résistance. En fait, nul n'ignore ce qu'il se passe avec bon nombre de généraux, de colonels, de lieutenants, enfin de hauts gradés de l'armée, et aussi de tous les militaires. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de militaires en France qui ont signé différentes pétitions pour remettre en cause, en fait, pour faire un appel, comme ils disent, sonner le tocsin face à cette République française, pour montrer cet exemple, de dire mais voilà, attendez, vous devez choisir. Et l'appel des militaires, dernièrement nous étions d'ailleurs en Bretagne, pour ne pas le cacher, il y a quelques jours, avec le général Coustou, avec Martinez, etc., ceux qui se présentent aux élections présidentielles dans 2 ans, donc ou l'année prochaine même. Eh bien, en fait, on a des généraux qui ont une volonté de défendre la France, et comme ils disent, nous ne sommes pas là pour défendre la République. On n'est pas là pour défendre un système politique qui est en train de mourir, on le voit bien, et qui est en train d'assassiner. On n'est même plus dans le cadre d'exaction, d'extorsion de fonds. Non, on est dans le cadre d'assassinat. Et donc là, les militaires commencent à se dire mais ça va, ça suffit maintenant. Donc on va défendre la France et l'honneur de la France. Et il y a un aumônier, qui s'appelle l'aumônier des armées, l'aumônier Calca, qui a écrit une merveilleuse lettre et qui fait un appel. Et à l'époque, c'était, il y a quelques semaines, l'appel au général Lecointre, au CEMA, au responsable des armées, et qui lui disait attention, monsieur le CEMA, vous avez une responsabilité. Ou vous choisissez le oui et, c'est-à-dire je suis proactif et je vais défendre mon pays, ou je choisis le oui mais, et je dis oui mais ma carrière. Donc je ne mets pas en place ma carrière. Et c'est ça, quand Christian parle à l'instant de collaborateurs, on a vu de toute façon cette collaboration de triste mémoire lors de nos guerres précédentes. Et il y a des collaborateurs, beaucoup de collaborateurs, parce que souvent, ils choisissent le oui mais. Ils sont d'accord, oui mais qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne si je suis dans la résistance, qu'est-ce que je gagne? Aujourd'hui, nous sommes traités de complotistes. Bien nous en prennent. Ça veut dire que nous avons la proactivité d'être ce que l'on deviendra très vite quand on va gagner, parce que nous sommes en train de gagner partout dans le monde, et on nous dira nous sommes des résistants. D'où le titre de cette émission ce soir. En fait, nous avons l'appel de cet aumônier des armées qui nous dit et qui demandait au général Lecointre, mon cher ami, choisis. Dans quel camp es-tu? Es-tu dans le camp de ceux qui assassinent? Ou es-tu dans le camp de ceux qui résistent et qui veulent apporter la libération, la lumière au peuple? Et c'est tout le travail que nous sommes en train de faire. Alors officiellement, nous pouvons effectivement déclarer, parce que ça a été fait il y a quelques semaines, c'est tout récent. Donc nous sommes en train en Savoie,
Et je remercie aussi les différentes paroles de François Sibenthal quand il vient de parler de l'espoir aussi de la Savoie, de Christian aussi. Oui, c'est un espoir, et cet espoir va passer par Rome. C'est-à-dire que nous allons là, incessamment, là, sous peu, évidemment, on ne vous dira pas quand, hein, ce sont des stratégies, les militaires ne dévoilent pas leur stratégie, et nous sommes très très en lien avec l'armée lucide, avec une armée pour laquelle nous appelons toutes les armées du monde, pas simplement de France, de Savoie ou d'ailleurs, d'appeler tous les militaires du monde à dire mais bon sang, vous luttez pour la vie, vous êtes là pour pouvoir défendre la lumière, la verticalité dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, nous sommes dans une dynamique où nous allons là incessamment entamer les négociations à Rome, au club des ambassadeurs, à la session des ambassadeurs de Rome, hein, qui en fait représente les 21 signataires du traité de paix de 1947. 1944, 47, 45, en tout cas là, à la fin de la guerre mondiale. Donc en 47, ces 21 signataires vont se retrouver ici très vite, hein, certainement cette année, hein, pour pouvoir donc entamer les négociations de la libération. Et je dirais la libération de la Savoie, parce qu'effectivement, il va bien falloir un traité de paix avec la France, parce que nous sommes en guerre. Toutes les forces actuellement militaires, la gendarmerie, l'administration, etc., tout cela est illégal sur le territoire de Savoie depuis 1940. Les négociations vont commencer maintenant. Et donc là, on va voir où est la vérité. Et si nous sommes aussi sûrs de ce que nous on dit, c'est qu'effectivement, on a toutes les preuves historiques et juridiques. Nous sommes dans le cadre du droit international, pas dans le cadre de la revendication. La revendication ne nous intéresse pas. L'objectif ici, c'est de montrer au monde entier que nous devons restaurer la Savoie, c'est-à-dire sa voix, comme je disais tout à l'heure. Et cette voix a été très très bien proposée par l'aumônier des armées, donc Calca. Que choisissez-vous? Vous, monsieur Lecointre, vous choisissez quoi? Mais ça s'adresse à tout le monde. Comme l'avocat de la Savoie, avec lequel on travaille très étroitement, quasiment au quotidien, qui est donc, et je l'honore ici, au nom de tous les Savoisiens, et plus que ça, qui est l'avocat, mon Dieu, il est tellement dans mon cœur que je le sens plus maintenant, qui est donc Fabrice Bonnard, et dans notre cœur, Fabrice, je dis officiellement merci, reviens avec nous très vite, enfin tu n'as jamais quitté, mais reviens très vite sur le sol de Savoie. Nous allons engager les négociations maintenant avec lui en priorité, évidemment. Ça fait plus de 20 ans qu'il défend notre territoire de Savoie pour le restaurer. Nous ne sommes pas là dans une dynamique de revendication culturelle. Il s'agit de faire appliquer un droit, le droit de la libération et la restauration du pays, à condition que, en plus, nous soyons un exemple pour le monde, c'est-à-dire que cet exemple de verticalité, de probité, de respect, de transparence, etc., ce que nous avons adopté comme leitmotiv, mais chercher à appeler le monde entier, et c'est ici cette plateforme, un appel mondial, pour ça qu'on parle de l'Alliance, vous voyez ici l'Alliance, la Suisse, la France, la Savoie, le Québec, la Belgique, etc., et les pays africains, tous les pays francophones, c'est plus de 300 millions de personnes dans le monde. Nous appelons tous les pays du monde à retrouver leur voix intérieure, aller vers le oui. Et que faisons-nous? Nous sommes proactifs pour l'amour, pour le bien, pour la défense des enfants. Vous savez, je termine avec ça en immédiat. Quand je vois ce qui se passe sur Internet, évidemment, on parle de cette pandémie. Évidemment que c'est une guerre bactériologique. Évidemment que c'est une pandémie. Et évidemment que bon nombre de gangsters, comme les appelle Christian, vont se retrouver en tôle. Et ils le savent. Ils le savent. Ils ont été responsables de millions de morts. Et de nos enfants, et des vieux, et des personnes handicapées, etc. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et quand j'ai vu pour la première fois, il y a 2 ans, sur le site Alibaba, Children Adrenochrome, et j'irai pas plus loin, cherchez, faites vos recherches. Là, j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est pas possible. On vend sur Internet de l'adrénochrome d'enfants. Cherchez. Vous le savez, pour la plupart qui regardent Agora TV, mais les autres, allez-y, cherchez. C'est abominable. Ces gens, où sont-ils capables d'aller? Christian donnait des exemples, mais ça va encore beaucoup plus loin. On ne peut plus accepter ça. Ou alors nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des vers qui rampons. Soyons des êtres debout, des hommes et des femmes debout. Non pas des humains seulement, des esclaves, des moutons, mais des êtres debout, des êtres humains. Et
N'oublions jamais ce que nous a dit la Boétie. Étienne de la Boétie, XVIe siècle, nous disait dans l'éloge de la servitude volontaire. La servitude volontaire. Pourquoi vous croyez plus petit que vos maîtres? Parce que vous êtes à genoux devant eux? Il n'y a qu'une chose à faire, c'est dire non. Et tous ensemble, sur la terre entière, disons non. La Savoie, c'est rien, c'est un exemple. La Savoie, c'est aller vers la voie du haut. Retrouvons la voie de notre cœur et allons jusqu'au bout, sachons dire non à tous ces monstres. Allons-y jusqu'au bout, parce qu'on a déjà gagné et ils ont déjà perdu et ils le savent. Oui, merci Thierry pour ce beau discours. J'aimerais rajouter que nous sommes des comploclastes. Comploclastes, ça veut dire quoi? Iconoclastes, c'était les gens qui détruisaient les icônes. Loin de moi cette idée de détruire les icônes, qui sont des œuvres d'art. Mais les complots, oui, il faut les dénoncer, il faut les détruire. Nous sommes donc des comploclastes, car il y a des comploteurs, dont Thierry et Christian parlent, dont je parle moi-même aussi. Ces comploteurs, il faut savoir nommer l'ennemi. On parle de franc-maçonnerie, notamment de sociétés secrètes. C'est l'ère de l'Apocalypse. Apocalypse, ça veut dire le grand dévoilement. Eh bien, il y a un grand dévoilement dans quasiment tous les domaines. Et Christian disait, c'est extraordinaire ce Covid, ça nous permet de nous retrouver entre amis, de découvrir des choses. On attendait ça depuis des années. Eh bien, le grand dévoilement, c'est aussi le dévoilement des mensonges. Il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de mort, plus de morts que d'habitude, qu'une grippe, une forte grippe. Il n'y a pas de pandémie. Par contre, effectivement, Thierry, il y a une plandémie. Les vaccins ne sont pas des vaccins. Oui, Christian, tu as raison. Ce sont des produits chimiques toxiques, dangereux. Et donc, c'est le moment du grand dévoilement. Il faut dire la vérité. Il faut dénoncer nos adversaires. Il faut dénoncer ces criminels qui tuent des innocents, qui tuent des enfants, qui veulent vacciner les tout-petits, qui mettent des cellules d'embryons humains avortés dans quasiment tous les vaccins. Il faut dénoncer ceci, avoir le courage de parler. Je vous remercie en tout cas de faire cette alliance. Il y avait l'alliance des trois Suisses, il y a l'alliance des trois francophones qui va s'élargir à toute la francophonie. Merci, merci. Donc le grand signe des trois Suisses, c'est les trois doigts levés et les deux doigts pliés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la nature humaine et divine du Christ. Eh bien, c'est ça le serment suisse des trois Suisses. Eh bien, nous sommes tout à fait d'accord avec ce serment. Alors, ô combien, voilà. Ô combien. Merci à toi. Alors, avant de nous quitter, nos trois chers invités, je voudrais dédier et dédicacer cette émission à une personne qui ne peut pas nous entendre actuellement parce que malheureusement il est incarcéré, à savoir notre très grand ami Jean-Bernard Fourtillan. Et j'aimerais, vous trois, que vous puissiez aussi débattre un petit peu sur cette question-là de Jean-Bernard Fourtillan qui malheureusement est incarcéré injustement. Et je vous laisse donc la parole et dédier cette émission à notre ami Jean-Bernard. Jean-Bernard Fourtillan est un ami d'amis avec d'autres médecins tels que Chaleur, etc. Mais je pense, j'ai une théorie, je ne sais pas, mais peut-être que là où il est, où c'est terrible, c'est terrible d'en arriver là, surtout pour une personne de cette qualité, pour un être, un combattant de cette qualité, puis ô combien au niveau intellectuel, ô combien il nous dépasse. Il dépasse la plupart d'entre nous. Et il a le courage, comme disait François maintenant, d'être dans la résistance au péril de sa vie. Je me demande si quelque part, il n'est pas plus en sûreté en prison que dehors. Et je pense à faire un hommage justement à Serge Rader, qui lui n'a pas eu cette chance de pouvoir aller jusqu'au bout et de voir ce que l'on va voir maintenant. C'est-à-dire la victoire de la lumière. Et je pense donc à Serge qui, lui, est mort dans des circonstances très très bizarres lors de son dernier voyage. Et Serge Rader était en super forme, était un gaillard sans problème. Et bizarrement, il est mort d'un soi-disant virus, comme par hasard, dans son dernier voyage. D'ailleurs, j'ai oublié où il était. Où il était. C'était aux Antilles, en Guadeloupe. Et alors qu'il n'avait rien, hein, rien du tout. Donc, alors, j'ose espérer
qu'il sera, en tout cas, dans un premier temps, protégé, qu'il ne subira pas le sort de Serge Rader, que je salue maintenant, dont je salue la mémoire. Et évidemment, Fourtillan est un individu, avec d'autres, avec Chaleur, avec plein d'autres personnes, que ce soit aussi Fouché, enfin on pourra en citer plein, et tous ceux qui ont pris la parole, que ce soit Perron, que ce soit Raoul, que ce soit Montagnier, tous des gens qui ont pris, et pardon si on en oublie, on peut pas tous les citer, parce qu'on est quand même beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine, ces gens-là, au péril de leur vie, de leur carrière, de leur honneur, etc. Enfin, cela dit, leur honneur n'est pas du tout abîmé, bien au contraire, mais en fait, on essaye de les casser, comme on a cassé les gilets jaunes, comme on nous casse, nous, en disant qu'on est des complotistes, etc. Bon, à la limite, c'est un honneur pour nous de nous dire ça, et vraiment bravo à ces personnes, comme Fourtillan, on est avec lui, en tout cas. Oui, j'ajouterais simplement que soyez fiers d'être qualifiés de complotistes pour tous ceux qui sont dans ce cas-là, et je crois aujourd'hui qu'ils sont de plus en plus nombreux. Soyez fiers. Je suis personnellement diplômé de complotisme de l'université de Sirius, et j'y enseigne dans cette université l'art du complotisme. Alors assumez cela, parce que je rencontre parfois des journalistes ou d'autres intervenants qui mettent sur la place publique un certain nombre de vérités et qui sont très surpris d'être qualifiés de complotistes. Mais soyez-en fiers, les gars, soyez-en fiers. Parce que demain, vous serez les résistants. Nous sommes dans une situation qui est assez comparable à celle des années 40. Nous sommes dans une véritable guerre mondiale. Alors évidemment, les technologies d'élimination des populations ont changé. Nous sommes dans des technologies beaucoup plus sophistiquées. Jean Bernard est une des victimes de cette guerre, parce qu'il a eu le tort d'inventer un produit de santé qui soigne. Les gens qui ont été privés des patchs qu'il a mis au point, qu'il a commencé à distribuer, parmi eux, certains d'entre eux se sont suicidés tout simplement parce qu'ils n'avaient plus accès à ces patchs, qui, entre autres choses, permettent d'apaiser les symptômes, par exemple, d'Alzheimer, les difficultés de sommeil, etc. Jean-Bernard Fourtillan, c'est un inventeur, c'est un créateur, c'est un véritable médecin guérisseur, même s'il n'est pas médecin et seulement pharmacien, peu importe. Il fait partie de cette famille des véritables médecins guérisseurs que j'oppose aux médecins empoisonneurs. Nous sommes dans une guerre des deux médecines, guerre de la médecine, des médecines masculines, financières, industrielles, chimiques, contre les médecines que moi j'appelle les médecines féminines, qui sont les médecines d'accompagnement, et nous ne sortirons de cette problématique médicale et sanitaire que le jour où nous serons véritablement capables de réconcilier les énergies masculines et les énergies féminines dans l'art du soin. Pour l'instant, nous avons des empoisonneurs, et ces empoisonneurs-là traquent les médecins guérisseurs, les dévalorisent, les décrédibilisent, les insultent, les emprisonnent. Fourtillan n'est pas le premier dans ce cas. J'ai connu un certain Loïc Loribaud il y a plus de 20 ans en arrière, qui a vécu le même genre de choses avec le produit qu'il avait mis au point et qui lui a coûté de nombreux mois de prison. Il va falloir à un moment sortir de cette guerre, il va falloir aller vers la réconciliation des médecines masculines et des médecines féminines. Mais ça va forcément passer par arrêter les tueurs, arrêter les empoisonneurs, et puis honorer des gens comme Jean-Bernard Fourtillan, que je remercie ici et que je soutiens de tout mon cœur. Je suis assez souvent devant le tribunal de grande instance, enfin le tribunal judiciaire de Paris maintenant, avec quelques amis pour lui témoigner notre soutien. Nous allons continuer, il y a des dates prévues en juillet pour soutenir Jean-Bernard. Peut-être est-il protégé, est-il plus protégé en prison que dehors. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, j'aimerais parler de Jean-Bernard Fourtillan, surtout parce qu'il nous a révélé la composition atroce des vaccins depuis des années, notamment qui contiennent du mercure, de l'aluminium, des produits extrêmement toxiques pour toute l'espèce humaine. Et c'est gravissime de voir que ce professeur a même été enfermé dans un asile psychiatrique. Je suis très touché par cette attitude scélérate des grands gouvernements comme les soviétiques qui enterraient leurs dissidents dans des asiles psychiatriques, d'autant plus que ma propre fille a été embarquée, elle est à peine majeure, et ils l'ont embarquée de force
pour la mettre dans un asile psychiatrique pour des prétextes abominables. Elle souffre simplement de la prise de 2 doses de vaccin contre le papillomavirus, que je ne recommande pas de prendre du tout. Eh bien, elle a souffert de cette prise de 2 doses qui lui ont été imposées par la voie de l'autorité de son médecin qu'il avait vu 2 fois, une fois bébé en tant que pédiatre et une fois juste avant qu'elle devienne majeure, et contre la volonté des parents, en s'imposant avec la blouse blanche, alors que c'est une femme, mais elle a pratiqué la médecine masculine d'imposition de produits en fait toxiques, et ma fille en souffre, et ils vont l'enfermer pour 3 semaines dans un asile psychiatrique. Donc je suis très touché par l'histoire de Jean-Bernard Fourtillant. C'est pour ça que nous avons fait une pétition publique de soutien avec plusieurs milliers de signatures sur le site 1291.one, donc ONE comme 1 en anglais. Vous pouvez tous la signer, cette pétition. Ça fait pression quand même sur les autorités françaises. Il faut rendre public cet enfermement et psychiatrique et dans la prison où il est mal logé, maltraité. C'est un vieux monsieur qui doit monter en haut d'un lit alors qu'il y a un jeune qui dort dans le lit d'en dessous, etc. Enfin, il y a des histoires abracadabrantes. Ils l'ont changé de nouveau. Ça a été un peu mieux, un peu moins bien. On transbahute ce vieux monsieur qui vraiment ne mérite pas ce traitement indigne. Prions pour que le jugement ait lieu vite, qu'il soit liquidé et libéré. Et je ne crois pas personnellement qu'il soit bon que les gens soient à l'abri dans les prisons. Je pense qu'on peut faire des abris plus sûrs de manière civile. Et je pense par exemple à Julian Assange, que l'on dit qu'il est à l'abri dans la prison, mais ça fait presque 8 ans qu'il est quasiment dans une prison, soit diplomatique, d'ambassade, ou une prison de haute sécurité en Angleterre. Et il y a plein de personnes comme ça sur la planète. Et je pense à toutes ces personnes connues ou inconnues qui souffrent de l'injustice crasse de ces pervers narcissiques, ces psychopathes qui ont pris le pouvoir quasiment sur la planète entière et qui menacent dans certains pays de mort ceux qui ne voudraient pas obéir à ces ordres abscons d'injecter, d'inoculer des produits toxiques, des soupes chimiques toxiques dans leur corps. La liberté humaine, la liberté de conscience doit donner la liberté à chaque homme de choisir dans son âme et conscience s'il est d'accord d'être inoculé. Et de ce point de vue-là, je suis extrêmement choqué en tant que catholique que le pape encourage la vaccination, qui n'est pas une vaccination, c'est un mensonge. Et je pense qu'il faut vraiment agir et dire la vérité. Le pape aussi peut se tromper, il n'est pas infaillible dans ce domaine-là, et d'obliger la garde suisse de se vacciner, d'obliger les employés du Vatican de se vacciner, ce ne sont pas des vaccins, déjà là c'est un mensonge, et de violer la liberté humaine par rapport à l'injection, l'inoculation de produits toxiques dans son corps. Toute mon âme est contre cette décision stupide de forcer l'être humain d'obéir à des maîtres qui ne veulent pas le bien de l'espèce humaine, mais le mal et la dépopulation planifiée. Moi-même, quand j'étais aux Philippines, j'avais recommandé à une sœur, Sister Pilar, de subtiliser des doses. À l'époque, ça fait plus de 50 ans, de subtiliser des doses. Et effectivement, dans les doses subtilisées, il y avait un produit toxique qui s'appelait le Depo-Provera. Et ils vaccinaient que les femmes pour les rendre stériles et en plus de ça, leur donner le cancer. Donc ce n'est pas une légende, c'est vrai que la plupart de ces soi-disant vaccins, c'est en fait des outils toxiques pour la dépopulation mondiale. Voilà. Merci François de Siebenthal, merci Christian, tu me rappelles ton nom? Cotten, voilà. Et Thierry Bécourt, tu veux encore rajouter un petit mot? Toute petite chose en guise de conclusion par rapport aux vaccins, aux soi-disant thérapies qui sont des poisons qu'on injecte partout, là pour dépopulariser, ou d'autres pour donner le cancer, là pour rendre infertile, etc. Aujourd'hui, on est dedans. Je me pose des questions par rapport simplement aux Français, parce que je ne connais pas les autres codes de déontologie médicaux des autres pays. Mais dans le code de déontologie médicale de France, à l'article 39, il est précisé que tout médecin qui normalement est censé faire le serment d'Hippocrate, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. En fait, on a affaire à des médecins aujourd'hui, que Christian appelait la médecine masculine, qui font le serment d'Hippocrate. Mais ça devient courant maintenant. Hippocrate, bon, on voit bien où ce sont des marchands des labos.
hein, où on sait très bien que les labos financent à plus de 85% les instituts, les académies de médecine. Dans cet article donc 39, il est dit que tout médecin qui utilise une médication non suffisamment éprouvée, en fait, est un charlatan et donc est exclu de l'ordre des médecins. On a encore une fois Deus Inversus, l'ordre des médecins en France qui va bientôt tomber, et j'en fais le serment devant vous à la télé. Nous y travaillons depuis des années et on y arrive, et on y arrivera. Cet ordre des médecins est au service des labos. Hein, et je le dis clairement, ouvertement, qu'on me fasse un procès si je mens, d'accord, et qu'on vienne me chercher, comme disait le Jupiter là. Eh bien, sachez une chose, c'est qu'on ne peut pas accepter que des médecins, se disant médecins, osent osent vacciner à 75 € la dose, d'accord, osent vacciner des gens qui n'est donc pas un vaccin, vous le savez bien, on vient de vous le dire, et qui en fait est un poison, c'est-à-dire inoculer un poison dans le corps des gens, quel qu'il soit. Et qu'aujourd'hui, le pire, on est en train de préparer les enseignants, à préparer les élèves pédagogiquement à accepter un vaccin à la rentrée. Et on va nous dire, mais attendez, vous n'êtes pas vaccinés, les enfants sont pas vaccinés, vous pouvez plus être, vous êtes déscolarisés. Mais quand est-ce que les médecins et le corps médical va accomplir, va suivre ce code de déontologie de l'article 39, quand est-ce qu'il va aussi accepter et appliquer le serment d'Hippocrate, primum non nocere. Merci. Merci Thierry Bécourt pour toutes ces belles paroles. Merci Christian. Et merci François de Siebenthal. Évidemment, Agora TV se place toujours comme un média libre et indépendant. Nous ne sommes pas là, nous, Agora, pour donner une opinion, mais évidemment laisser les gens s'exprimer librement, donner leur propre vision de chaque chose qu'ils disent. Ils sont responsables de leurs propos. D'aller faire un petit tour sur notre site agoratv.ch. Vous pouvez également aller voir sur l'onglet dons. On a besoin de votre soutien parce que actuellement les choses deviennent de plus en plus difficiles pour nous pour pouvoir faire des prestations de qualité. On a vraiment besoin de vous. Et puis il y a également les sites à aller voir de nos amis qu'on va mettre à l'écran si le technicien voilà. Donc les sites internet pour notre ami Thierry Bécourt. Est-ce que tu peux nous le commenter ? Oui, moi, je pense que le mieux, comme c'était une longue interview, je pense que le mieux c'est d'aller vous y rendre. Hein, vous avez là les directives qui ne cessent de croître d'un État qui est en reformation, qui donc est l'État de Savoie en tout cas, qui revient et qui reviendra à coup sûr de toute façon. Voilà, donc allez voir, le mieux que je puisse conseiller, parce que ça ferait trop long, allez voir sur le site, hein, Sénat-Souverain-Gouv, qui est donc un site de gouvernement, du gouvernement de Savoie, qui va être dans le cadre des négociations internationales dans quelques jours. Christian Cotel ? Oui, on a indiqué Odyssée, on peut me retrouver sur YouTube, on va me retrouver sur Facebook, on va me retrouver sur d'anciens sites internet, dont un s'appelle politiquedevie.net. Ce sont plus des archives aujourd'hui, c'est pas un site très actif encore. Voilà, sur lesquels je raconte beaucoup d'histoires. On va dire ça comme ça. Et pour le site 1291.1/soins, je vous recommande d'aller voir qu'il y a beaucoup de produits qui soignent, notamment l'ivermectine, l'hydroxychloroquine. Donc allez voir donc le site /soins au pluriel. Il y a plusieurs moyens de se soigner. Voilà, c'était le mot de la fin. On vous remercie infiniment de nous avoir supportés sur Agora TV. Je vous dis à bientôt, on vous aime. Et puis, allez, à la prochaine. Pour le 3, les amis, nous y sommes. Allez, allons-y une dernière. Allez, la résistance, tous ensemble, on va jusqu'au bout.